Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sur le ciel du Cameroun. Des experts des droits de l'homme de l'ONU exigent la libération du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, et d'autres individus arrêtés durant les manifestations pacifiques du 22 septembre 2020. Dans un communiqué rendu public ce jour, ils dénoncent l'usage excessif de la force, les arrestations massives et les intimidations des dissidents politiques et des journalistes au Cameroun. L'intégralité de ce communiqué, c'est à suivre au cœur de ce journal. La nouvelle disposition de la collecte des taxes douanières sur les téléphones portables suscite une levée de boucliers au sein de la classe politique en demandant aux opérateurs de téléphonie mobile et une plateforme spéciale de collecter ces taxes auprès de l'abonné et le consommateur final. Le gouvernement a été accusé de masquer son incapacité à boucler ses engagements budgétaires en asphyxiant les Camerounais avec une double peine sur le plan fiscal et sur le plan douanier. Les réactions des leaders du PCRN, du CPP, du SDF, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce week-end agité vécu à Daido, dans le premier arrondissement de Douala. Un groupe de jeunes a dépouillé plusieurs usagers de leurs biens, sémant la terreur depuis plusieurs jours dans d'autres quartiers de la capitale économique du Cameroun. Et face à ces actes de violence perpétrés en l'absence des forces de l'ordre, les populations ont riposté pour se protéger contre ces agressions au quartier d'Aido. Ensuite, l'intervention de la police a permis une accalmie relative dans le premier arrondissement de Douala. La journée de dimanche, journée électrique dans le quartier d'Aido et dans d'autres quartiers du premier arrondissement. On voit tout cela avec Steve Eboulet et Donald Brice Kanga. Je vous parlais donc de cette ambiance vécue dans la ville de Douala, notamment dans le premier arrondissement, dans la journée et la soirée de dimanche, là où des populations ont été surprises par la mobilisation d'un groupe de jeunes badauds. Ils ont dépouillé plusieurs usagers, ils ont essayé d'entrer dans des boutiques afin de cambrioler, et ces jeunes, communément et vulgairement appelés microbes, ont suscité la colère des jeunes du quartier d'Aido dans le premier arrondissement de Douala. Ceux-ci sont sortis dans la rue. Ils ont également brandi des armes blanches pour se protéger contre ces agressions en l'absence des forces de l'ordre. Ceux-ci sont intervenus pour calmer les esprits. Le récit des faits avec Steve Eboulet et Donald Brice Kamba. Au cours de la nuit, des hommes et femmes armés de machettes, de couteaux et de bourdons, des esprits chauffés à blanc. Ces habitants de Daido munis d'armes blanches sont sortis en masse ce dimanche soir. Ils sont prêts à découdre avec de bandes organisées, de jeunes gens qui viennent d'agresser et dépouiller de leurs biens plusieurs usagers dans les zones de Daido plage, pharmacie de la Rive, rue de la Joie, entre autres. Qui ne tente plus, que ce soit la dernière fois. Donc c'est ce que moi je voulais leur donner comme conseil. Si tu n'attaques pas Daido, Daido ne réagit pas. Mais si tu cherches Daido, tu vas les porter sur tes épaules. Aujourd'hui là, vous pensez que les Daido ne sont pas... On dit, nous sommes sortis. On dit au gouvernement que non, nous les Daido, nous sommes les Daido, on laisse personne. Nous trouvons ça de bien. On ne pas plus. Ils sont petits. Ils sont petits, c'est ça le problème. Alors que les populations se sont rapidement organisées pour donner la riposte aux agresseurs, les unités de police et de gendarmerie interviennent à leur tour. Le commissariat central numéro 4
et le commissariat du 9e arrondissement. Il faut la paix quand même à Douala. Il s'est dit qu'on est sorti, qu'on est pour la marche, il allait commencer à dire qu'on est sorti, il allait sortir avec le gaz. Voilà, les gens ils doivent les gérer. De sources concordantes, au moins 5 de ces agresseurs auraient été appréhendés par les riverains et remis aux forces de maintien de l'ordre. Mais à Deido, quartier du 1er arrondissement de Douala, le phénomène des microbes suscite inquiétude et interrogation. Le phénomène qui a débuté dans les 3e et 5e arrondissements avec les zones de Nokoti. Au cours de la nuit, des hommes et femmes armés de machettes, de couteaux et de gourdins, des esprits chauffés à blanc. Ces habitants de Deido munis d'armes blanches sont sortis en masse ce dimanche soir. Ils sont prêts à en découdre avec des bandes organisées de jeunes gens qui viennent d'agresser et dépouiller de leurs biens plusieurs usagers dans les zones de Deido plage, pharmacie de la Rive, rue de la Joie, entre autres. Qui ne tente plus que ce soit la dernière fois. Donc c'est ce que moi je voulais leur donner comme conseil. Si tu n'attaques pas Deido, Deido ne réagit pas. Mais si tu cherches Deido, tu vas les porter sur tes épaules. Aujourd'hui là, une fois que les Daido ne sont pas... Nous sommes sortis pour dire au gouvernement que non, nous les Daido, nous sommes les Daido, on ne laisse personne nous trouver ça Daido. On ne le veut plus, ils sont petits. Ils sont petits, c'est ça le problème. Alors que les populations se sont rapidement organisées pour donner la riposte aux agresseurs, les unités de police et de gendarmerie interviennent à leur tour. Le commissariat central numéro 4 et le commissariat du 9e arrondissement. Il faut la paix quand même à Douala. Il s'est dit qu'on est sorti, qu'on est pour la marche, ils allaient commencer à dire qu'on est sorti, ils allaient sortir avec le gaz pour nous. Voilà, les gens ils doivent les gérer. De sources concordantes, au moins 5 de ces agresseurs auraient été appréhendés par les riverains et remis aux forces de maintien de l'ordre. Mais à Deido, quartier du 1er arrondissement de Douala, le phénomène des microbes suscite inquiétude et interrogation. Le phénomène qui a débuté dans les 3e et 5e arrondissements avec les zones de Nokoti et de la cité sikh étend ses tentacules. Le gouverneur du littoral annonce l'arrestation d'une trentaine de jeunes soupçonnés d'appartenir à ces groupes de badauds ayant sémé la terreur dans la capitale économique du Cameroun face aux multiples critiques des populations sur l'intervention tardive des forces de maintien de l'ordre. Samuel Dieudonné Iva Dibois annonce un renforcement du dispositif sécuritaire afin de veiller au grain dans les principaux foyers d'insécurité dans la ville de Douala. Compte rendu, Innocent Abega et Kediara. Je vous parlais donc de ce compte rendu du gouverneur du littoral qui s'est exprimé sur les mesures prises par les autorités administratives et les forces de sécurité afin de protéger les populations. Il annonce l'arrestation d'une trentaine de jeunes soupçonnés d'appartenir à ces groupes de délinquants ayant sémé la terreur dans la ville de Douala. D'autres précisions avec Innocent Abega et Kediara. 160. Alors que le phénomène de microbes continue de prendre de l'ampleur dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral frappe du poing sur la table. Nous allons appliquer dans toute sa rigueur les dispositions légales et réglementaires en matière de grand banditisme au Cameroun. Je dis bien selon la loi et les règlements. Ils auront de nos nouvelles. Sur la base d'informations qui font état de ce que c'est hors la loi, utilisent des motos-taxis comme mode de locomotion, le patron de la région précise. C'est l'occasion pour moi aussi de demander à tous les responsables des motos-taximens de sensibiliser tous ceux qui entrent dans cette danse pour porter ces malfrats munis de couteaux et de machettes. En tout cas, celui qui sera attrapé et sa moto et son porteur subiront le même sort. Déterminé à traquer ces individus dont le but est de semer la terreur dans la ville de Douala, Samuel Dieudonné Iva Dibois
recommande aux populations d'être aux aguets et promptes à passer l'information. S'il vous plaît, n'attendez pas que ces bandits quittent votre quartier avant d'alerter les autorités administratives. Soyez spontanés. Soyez spontanés. Dans les 5 minutes qui suivent, vous verrez ce qu'on va faire comme traitement à ces bandits-là. Pour le cas du quartier d'Aedo, dans lequel les microbes ont mené des assauts, ce dimanche, le gouverneur félicite la promptitude des jeunes du quartier qui ont choisi de barrer l'accès à ceux-ci. C'est comme cela qu'il faut se comporter quand un quartier est attaqué. C'est ainsi qu'il faut le faire. Donc, tous ceux qui veulent jouer aux complices de ces bandits n'auront qu'à récolter les méfaits de cette action. Je tiens donc à dire aujourd'hui que là où ces bandits auront à se signaler, je vous prie d'agir spontanément. Au cours de ce point de presse donné dans ces locaux, le gouverneur de la région du littoral dévoilera qu'un peu plus de 39 microbes sont actuellement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel, soit 14 interpellés par la gendarmerie et 25 par la police. Il recommandera également aux différents chefs de quartier de réactiver les comités de vigilance afin que la chaîne d'information entre la population et les autorités soit plus efficiente. Parlons à présent de l'insécurité en Konsamba, dans le département du Mungo, là où une fillette de 6 ans a été abusée par un homme âgé de la quarantaine. Les témoins racontent que le présumé violeur serait un proche de la famille de la victime. Il médite son sort au commissariat central de Konsamba. La fillette, quant à elle, a été prise en charge par une formation hospitalière. Son présumé bourreau a failli passer par la vindicte populaire. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Le récit des faits avec Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Vindicte populaire au lieu de cité verte en Konsamba, dans le département du Mungo. Les populations sont sorties en masse et ont roué de coups cet homme accusé de viol sur une fillette de 6 ans. Le présumé coupable, hébergé par les parents de la victime, aurait commis son forfait de retour du travail. Mon mari, c'est l'ami de son frère, avant qu'il est venu à la maison comme ça. Donc, chaque fois qu'il rentre, les enfants parlent à qui, que tonton, tu es rentré, tu nous as gardé quoi. Parfois, quand il rentre, il s'assoit au salon, je lui sais à manger. Il mange, mais il n'est pas pris place au salon. Aujourd'hui, il est venu directement entrer dans sa chambre. Et l'enfant aussi l'a poursuivi. C'est comme ça. Après que le mari de ma tante a compris un petit cri dans la chambre, il demande qui plaît dans la chambre. Avant qu'on veut regarder, c'est l'enfant qui sort ici, de 6 ans, qui sort en pleurant. Je dis que c'est quoi? Il dit que non, c'est rien, c'est rien. Je la prends, je l'amène dans ma chambre. Il dit que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tonton t'a fait? Il me dit que tonton là. Donc c'est ce que l'enfant m'a dit avant que le mari de ma tante est maintenant entré dans la chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit qu'il ne connaît pas ce qui l'est arrivé, qu'il ne connaît pas. Le mis en cause serait donc une connaissance des parents dont la fillette a été abusée. Oui. Lui fait le commerce, dont les parents de l'enfant l'ont adopté à la maison, qui vient enfin de pouvoir se battre. Apparemment, il sort des zones en crise. Ils l'ont adopté donc à la maison pour qu'il puisse se battre pour pouvoir gagner sa vie. Donc c'est là où maintenant il a profité de là pour violer l'enfant. L'insécurité gagne du terrain au quartier Cité Verte de Konsamba. Entre vol, viol, agression, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Le présumé violeur, âgé de la quarantaine, est actuellement gardé au commissariat central de la ville pour besoin d'enquête. Je vous le disais en titre, les experts des droits de l'homme de l'ONU réunis ce jour à Genève en Suisse ont demandé aujourd'hui au Cameroun de libérer le principal dirigeant de l'opposition et les autres individus arrêtés lors des manifestations pacifiques à travers le pays et de cesser les intimidations à l'encontre des militants politiques. Dans un communiqué, ils demandent au Cameroun d'enquêter de manière impartiale sur toutes les violences des droits de l'homme, y compris les allégations de disparition forcée
de détention arbitraire et de mauvais traitements infligés aux manifestants et de traduire les auteurs de ces actes en justice. Dans ce communiqué, ces experts des droits de l'homme de l'ONU disent être préoccupés par les arrestations massives des manifestants pacifiques et des militants politiques et expriment leur dissidence. Ils notent que plus de 500 personnes auraient été arrêtées des suites de manifestations organisées par l'opposition le 22 septembre 2020 et quelques 200 seraient toujours en détention. Ceux-ci risquent d'être accusés de terrorisme, d'atteinte à la sécurité nationale et d'être jugés par un tribunal militaire pour avoir exercé leur liberté fondamentale. Ils disent être également préoccupés par l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques, usage excessif mené par les forces de sécurité camerounaises, déclarent les experts. La violence contre les manifestants a été disproportionnée avec l'utilisation de gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser violemment. Les manifestants se sont mobilisés dans tout le pays en réponse à l'appel lancé par le MRC pour réclamer un dialogue national, des réformes du système électoral, également le retour de la paix dans les régions anglophones. Ces experts des droits de l'homme de l'ONU ont également exprimé leur inquiétude face aux informations faisant état de torture des manifestants pacifiques et de journalistes en détention. C'est vraiment inacceptable, ont-ils déclaré. L'interdiction de la torture et toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant est absolument, en vertu du droit international, ne peut pas être justifiée. Ils ont appelé le Cameroun à libérer le président du MRC, Maurice Kamto, qui est assigné à résidence avec sa famille depuis la nuit du 22 septembre 2020. Les forces de sécurité l'ont empêché de communiquer avec les membres de son parti, ses avocats, et de prendre part aux manifestations. Une assignation à résidence pourrait constituer une privation de la liberté en violation de ses droits à la liberté de réunion pacifique, d'association, ainsi que la liberté à la sécurité de sa personne, ont déclaré les experts des Nations Unies, experts en matière des droits de l'homme, réunis à Genève afin d'interpeller le gouvernement camerounais. Et comment réagit l'opposition? Il faut le préciser. Cela fait déjà 3 semaines que le professeur Maurice Kamto est assigné à résidence de fait. Selon ses militants, c'est une séquestration illégale. Ils ont introduit une requête auprès du tribunal, ont été déçus de voir la requête d'abord être rejetée dans un premier temps. Et pour le RDPC, Maurice Kamto a cherché cette situation et le gouvernement ne fait que réagir à travers les moyens à sa disposition, des moyens disproportionnés, relatent ainsi des analystes politiques. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. L'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto depuis 3 semaines est imposée par le régime de Yaoundé, ne cesse de créer des vagues au sein de la classe politique. Bien, il n'y a jamais eu d'acte juridique notifié au professeur Kamto, encore moins à ses avocats, dont je fais partie. Et dans un cas de figure comme celui-là, où quelqu'un est maintenu chez lui contre son gré, où les forces de défense et de sécurité barricadent les voies d'accès à sa maison, il faut plutôt parler de séquestration. Si le mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié parle de séquestration, au RDPC, l'on estime que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun paye ainsi le prix du non-respect des lois de la République. Le MRC sait très bien que lorsque vous vous engagez en tant que parti politique à initier une marche, au motif qu'il y a la guerre de Nozo, entre-temps vous êtes allé aux élections présidentielles parce qu'il y avait le problème déjà du Nozo, et au deuxième motif que pas d'élection, sinon vous faites appel à une gigantesque contestation. À l'effet de faire tomber le président de la République, c'est une faute. Le collège des avocats commis pour la circonstance et aussi pour la défense des personnes interpellées lors des marches du 22 septembre 2020 souligne que la justice camerounaise est aux ordres du pouvoir en place. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la justice dans ces affaires est instrumentalisée, elle est politisée, elle est en train de montrer que le pouvoir politique est en train d'arracher à l'autorité judiciaire son indépendance. Et dans un état de droit, quand des choses pareilles se présentent, tout le monde doit s'inquiéter. Vous avez dit inquiétude? Oui. Plusieurs citoyens semblent redouter le chemin indiqué par le pouvoir de Yaoundé. À cet effet, des analystes politiques proposent des voies de contournement au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, je pense que l'action qui doit être
menée par ceux qui veulent défendre le professeur Maurice Kamto, c'est d'aller au-delà du droit, parce que si on se cantonne au niveau de la lecture des différentes dispositions du code de procédure pénale, du code pénal et autres, on serait plutôt dans un débat qui n'apporte absolument rien. Un domicile encerclé par des forces du maintien de l'ordre, sans la volonté du propriétaire, qui plus est, interdit de sortir depuis la veille des marches du 22 septembre 2020. L'affaire interpelle désormais certains pays amis du Cameroun, notamment la France, qui, à travers son ministre des Affaires étrangères, prescrit le dialogue. Malgré les multiples arrestations des militants de l'opposition et des actes d'intimidation à l'encontre de plusieurs leaders, l'opposition reste déterminée à former un front commun afin de créer un rapport de force politique et faire fléchir le gouvernement sur la nécessité de mener des réformes institutionnelles, notamment celle du système électoral, la résolution pacifique de la crise anglophone et un dialogue national sur les questions qui concernent l'ensemble du pays, la forme et la nature de l'État. À ce propos, je vous invite à suivre Edith Kawala, présidente nationale du CPP. Elle était l'invitée de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Du MRC et les leaders de Stand Up for Cameroun, nous avons eu une première réunion le 13 septembre. Nous avons eu une deuxième réunion le 19 septembre. Et nous avons conclu à ces réunions-là, et ça il faut que je clarifie. On a eu une première réunion le 13 septembre à laquelle Stand Up for Cameroun a dit au MRC, nous n'allons pas pouvoir être de la marche du 22. La marche du 22 était annoncée avant ces consultations. Le 13, c'était 9 jours avant les marches. Nous n'avions pas encore une plateforme commune, nous n'avons pas encore des objectifs communs. Ce sur quoi on a pu s'accorder, ce 13-là, sur lequel on était très heureux, c'était que notre objectif commun, c'était une transition politique pour le Cameroun. Nous avons eu une deuxième réunion le 19 pour poursuivre et nous avons conclu que après le 22, nous allons continuer ces discussions. Les discussions ont aussi commencé en cette période-là entre le MRC et plusieurs autres formations politiques, et les discussions ont commencé entre nous, Stand Up for Cameroun par exemple, et d'autres formations politiques et d'autres organisations de la société. La présidente nationale du CPP s'oppose à cette nouvelle disposition de collecte des taxes douanières sur les téléphones portables via la voie numérique. Elle accuse le gouvernement d'asphyxier et d'étrangler les Camerounais qui peinent déjà à se nourrir chaque jour. Elle dénonce les conséquences sur le plan social et économique, et également le fait que cela risque d'impacter négativement sur le développement de l'économie numérique au Cameroun. Je vous invite à la suivre à nouveau. Donc déjà, je vais féliciter tous les Camerounais qui se sont mobilisés depuis la semaine dernière, quand il y a eu ce communiqué signé par le ministre des Finances et le ministre Poste et Télécommunications, parce que les Camerounais se sont mobilisés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EndPhoneTax pour dire ce n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qui fait problème? Ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Déjà sur le principe. Votre compte téléphone, votre compte Orange, votre compte MTN, Nextel, etc., c'est votre portefeuille. C'est votre argent, n'est-ce pas? C'est votre portefeuille, c'est votre argent. Le gouvernement est en train de dire, parce que moi, je n'ai pas pu collecter la douane, je n'ai pas pu faire mon travail, on parle d'échec. Ce qu'ils font là, c'est avouer qu'on est incapable de collecter la douane que nous devons collecter. Et parce qu'on est incapable, on va automatiquement entrer dans vos poches, entrer dans votre portefeuille et sortir l'argent. Pas que vous nous devez, mais que les importateurs nous doivent. Ça a quel sens?
les Camerounais ne doivent absolument pas laisser ça. Parce que si on permet à ce gouvernement de faire ça, aujourd'hui c'est pour les téléphones, mais pourquoi il ne ferait pas ça pour les voitures? Et après demain, pourquoi pas sur les téléviseurs? Donc, autre réaction sur le sujet, celle du député SDF Jean-Michel Nitieux. Il estime que c'est un scandale de demander à un consommateur camerounais de payer les taxes douanières sur un téléphone en lieu et place de l'opérateur économique qui l'importe. Ce parlementaire dénonce l'incapacité du régime de Yaoundé à sécuriser de façon efficace et efficiente la recette douanière. Il voit à travers ce nouveau dispositif de collecte des taxes une volonté d'asphyxier des Camerounais victimes d'une double peine fiscale et douanière. L'honorable Jean-Michel Nitieux révèle que le gouvernement est incapable de boucler ses engagements budgétaires et il est à la recherche de recettes fiscalo-douanières en dénonçant l'absence de réduction du train de vie de l'État et le manque de lisibilité sur une meilleure collecte des recettes fiscales. Le député SDF exige la suppression de ce dispositif de collecte des taxes douanières sur le téléphone portable et demande également à la CONAC, au contrôle supérieur de l'État, de mener des enquêtes sur les zones d'ombre observées autour de l'attribution de la collecte de ces taxes à une entreprise peu connue sur le marché national et international. Le président du PCRN, l'honorable député Cabral Libi, s'oppose également à l'application des nouvelles dispositions de collecte des taxes douanières par voie numérique sur les téléphones portables. Il affirme qu'il est impossible de payer ces taxes sur le téléphone. Il s'insurge contre un État paresseux, permissif, qui s'acharne sur les citoyens ordinaires pour noyer son inertie, car les vraies niches fiscales ont été abandonnées et d'autres sont entretenues par la corruption sophistiquée et les passe-droits dans la haute administration. L'honorable Cabral Libi appelle à la révision urgente de cette loi des finances et estime que la priorité c'est d'appliquer les 15% des budgets dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Parlons à présent de la décrépitude des infrastructures à Douala. L'urgence d'un plan d'assainissement se pose dans la capitale économique. La réhabilitation de l'éclairage public, le reprofilage des routes, le curage des drains, la mairie de la ville s'y est engagée. Objectif, mettre fin au calvaire des usagers. Mais les chantiers sont gigantesques. C'est le constat que font Eric Ouattat et Jean-Paul Founiat dans ce reportage. La plupart des drains et cours d'eau de la ville de Douala sont pleins de bouteilles plastiques et autres sédiments. Autant de déchets qui empêchent l'évacuation des eaux de pluie, source des inondations, à l'instar de celles qui avaient trempé jusqu'au cou les habitants de certains quartiers populaires de Douala. La mairie de la ville, ayant tiré toutes les leçons et les conséquences de ces inondations, est sur le chantier de nettoyage des drains. Ici c'est le pont Foning. De l'autre côté du pont, vous voyez comment les herbes ont envahi le drain et de manière à ce qu'il ne puisse plus jouer son rôle. Donc je suis content du travail de sécage. L'excavateur amphibie, c'est cet engin en action dans la zone de Malangué à Douala 5e. Il est question pour nous d'agrandir les cours d'eau, de les curer, enlever tous les sédiments, stabiliser les berges et donner à l'eau son tirant normal pour pouvoir éviter les inondations. Ici, la marge de sécurité de part et d'autre des drains doit être respectée. De chaque côté du drain, 7 mètres de chaque côté, il ne doit pas avoir de construction. Ce sont les instructions que nous avons données. Il peut y avoir des résistances parce que ce n'est jamais agréable de voir sa maison détruite. Mais je crois que les gens ont vu ce que les inondations peuvent faire comme dégâts et ils sont conscients qu'il faut qu'il y ait une action ferme pour que toutes les constructions qui sont sur l'emprise du drain soient systématiquement détruites. Et nous allons tenir à cela. Aucune construction à moins de 7 mètres pour toutes les zones à curer. Mbagna, Denver à Douala 5e. Bobongo au lieu du Pont Noir à Douala 3e. Ce curage des drains fait partie d'un plan d'urgence du maire Roger Mbassa-Diné pour sauver la voirie de la ville de Douala et son éclairage public en lambeaux depuis des années. Les uns et les autres ont pu assister à un début d'amélioration de l'éclairage public, mais il était tellement abîmé que cela nous prendra un peu plus de temps. Nous avons également entrepris, vous l'avez vu, de réhabiliter certains points critiques du réseau routier. Nous avons fait le point d'Aïdo, nous l'avons fait Marché Mbopi. Nous allons continuer à le faire ici et là, sans compter le fait que nous avons bouché des trous un peu partout dans la ville. Pour mener à bien ce plan d'urgence,
Le maire Roger Victor Mbassadine exhorte les populations de sa municipalité à plus de collaboration et de civisme pour une ville de Douala où il fait bon vivre en toute saison. C'est une atmosphère tendue entre le tandem FECAFOOT FIFA et le ministère des Sports au centre de la discorde, la création d'un groupe de travail ministériel chargé du suivi de l'application de la sentence du TAS à propos de l'affaire FECAFOOT LFPC, alors que la FIFA soupçonne une ingérence du gouvernement camerounais dans la gestion du football. Le ministère des Sports appelle la nécessité pour l'État d'avoir un droit de regard sur les associations à qui il délègue certaines prérogatives. L'analyse et le décryptage de cette ambiance électrique entre acteurs du football, c'est à suivre dans l'émission 100% foot à partir de 21h, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Un public reportage dans ce journal, un partenariat renforcé entre Orange Cameroun et le ministère de l'Enseignement supérieur, matérialisé à l'Université de Yaoundé 2, une occasion pour Orange Cameroun de soutenir l'enseignement supérieur au Cameroun et d'offrir des moyens, des outils, des nouvelles technologies pour permettre aux étudiants d'être mieux formés dans les universités publiques au Cameroun. Reportage. Orange. Orange Cameroun au chevet de l'université de Yaoundé 2. À la faveur d'un partenariat signé au campus de Soa, Orange Cameroun s'engage à accompagner les étudiants de l'université de Yaoundé 2 à travers le projet Orange Digital Center. Nous avons mis sur pied une innovation au Cameroun et en Afrique centrale, il faut le dire, qui est Orange Digital Center. Et nous avons l'intention de venir installer ici, à l'université Yaoundé 2, une déclinaison de ce projet qui vit aujourd'hui et qui est extrêmement intéressant. Donc pour nous, effectivement, on va travailler dans ce sens pour accompagner justement les jeunes et ce sera grâce à Orange Digital Center ici à l'université de Yaoundé 2. Orange Digital Center a déjà fait ses preuves ailleurs. Son arrivée à l'université de Yaoundé 2 est fort appréciée dans la mesure où elle aidera l'institution universitaire à monter son incubateur d'entreprise. Nous sommes dans les TIC et tout le monde sait aujourd'hui quelle est l'importance du numérique dans l'enseignement, dans la recherche. Il s'agit, en plus de ce que nous avons fait, de voir dans quelle mesure Orange peut nous accompagner pour notre incubateur d'entreprise. Parce qu'au-delà de la formation purement universitaire, nous voulons que nos étudiants soient capables de se créer un emploi ou d'employer d'autres étudiants après leur formation. Nous voulons donc diversifier notre formation en la professionnalisant davantage. Orange Cameroun et l'université de Yaoundé 2, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle est davantage renforcée grâce à ce nouveau partenariat qui va booster la digitalisation des enseignements au campus de Soa. Depuis 2 ans, nous accompagnons les jeunes étudiants de cette université dans la digitalisation, dans l'entrepreneuriat, dans leur insertion professionnelle. Et justement, aujourd'hui, on a l'ambition de leur faciliter la vie à eux et également à l'université dans le paiement des frais universitaires. En plus d'accompagner la création d'un incubateur d'entreprise à l'université de Yaoundé 2, Orange Cameroun facilite les inscriptions à travers le paiement mobile des droits universitaires. Preuve qu'entre Orange et l'université de Yaoundé 2, c'est une affaire de famille. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, insécurité dans la ville de Douala, c'était au tour de Deido de recueillir des microbes. Ce sont des jeunes badauds qui ont sémé la terreur durant l'après-midi et la soirée de dimanche. Ils ont dépouillé certains usagers, notamment sur la rue de la Joie de Deido, et cela a suscité la colère des jeunes riverains. Eux aussi ont pris des armes blanches pour protester. Vous avez suivi dans les témoignages la plainte des populations sur l'arrivée tardive des forces de maintien de l'ordre, sur leur absence en ces moments où il y a ce regain d'insécurité. Néanmoins, les forces de police sont intervenues pour calmer la situation, essayer de rassurer les populations. Et le gouverneur du littoral, ce matin, a indiqué qu'il y a eu des arrestations des présumés membres de ces gangs de jeunes délinquants. Il annonce également le renforcement des patrouilles dans la capitale économique du Cameroun. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. C'était vraiment pas facile ce soir. Rendez-vous demain, 20h. À demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, et qui n'en soit. Retour sur le plateau et qui n'en soit. Deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Queen Mary Douala et Mathias Kameni, ainsi que Marlise Douala-Bel. Marlise Douala-Bel, oui. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur pour Douala? Après Ndokoti, la cité, c'était Daido. On a envie de se demander, après Daido, c'est... Vous savez? Non, je crois qu'avec ce qui s'est passé à Daido, avec la contribution des populations, les autorités ont quand même pu endiguer le phénomène. Parce que les jeunes d'Aïdo ont décidé de protéger leur territoire. Et ils ont réussi à protéger leur territoire. Vous parlez de la soirée d'hier. La soirée d'hier. Vous êtes au courant de ce qui a failli avoir aujourd'hui? Oui, je suis au courant et pour moi, c'est le risque de l'amalgame. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai entendu dire, les jeunes d'Aïdo se sont constitués en groupe d'autodéfense pour protéger les différentes artères pénétrantes de leur quartier. Et du coup, apparemment, les mototaximens ont été gênés par rapport de leur fonction parce que ils disent voilà, si eux ils ne peuvent plus entrer, ils ont un manque à gagner. Bon, chacun a quand même son territoire. On a levé la mesure interdisant l'entrée. Non, mais il y avait le comment on appelle ça en administration, la tolérance. Les Daido avaient marqué une sorte de tolérance qui faisait que bon, les Bensikini arrivaient quand même. Oui. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il y ait amalgame et que ça se transforme en sur un autre terrain avec des conséquences bien plus graves. Mais je pense que les autorités, le chef d'Aïdo sont en train de veiller pour que les jeunes ne se tapent pas dessus pour rien, puisque même les Bensikineurs sont victimes de ces microbes. Donc ça serait embêtant qu'on glisse, qu'il y ait un glissement de conflit vers une communauté professionnelle qui ne se reproche rien, là, sur le coup. Une dollar. Pour vous, vous êtes inquiète aussi, là, en l'espace de 8 jours, le phénomène... Dokoti, Cité, Daido, on a envie de se demander à qui le tourne. Le phénomène des microbes ne date pas d'aujourd'hui. En tant que responsable de l'association Anolo Cameroun, c'est mon dada, je mène une campagne sur la lutte contre la délinquance juvénile au Cameroun depuis 2017. Et en décembre 2018, moi-même j'ai assisté à ce phénomène à l'église catholique de Bédi, où une bande des jeunes armés est venue dépouiller les gens à l'église du 24 au 25. Armes blanches, il faut préciser. Avec les armes blanches, du 24 au 25 de décembre 2018. Et on s'est laissé faire, juste parce que c'était dans l'église, on ne pouvait rien faire. Ah, vous êtes laissé faire? Oui, on s'est laissé faire. Parce que c'était dans l'église? C'était dans l'église. C'était en dehors? Non, on s'est laissé faire parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas combattre ces enfants. Ils étaient tellement nombreux. Et le curé, en tant qu'un homme d'église, ce sont des personnes tolérantes. Alors, à la sortie de là, j'ai essayé de marcher dans la ville de Douala. J'ai même organisé des campagnes de sensibilisation dans les maisons où se trouvent certains délinquants, où je leur ai demandé de ne plus prendre des stupéfiants. On a même fait un rapport, on a fait un cri d'alarme au gouvernement. Même le gouverneur a été saisi, même le premier ministre a été saisi, où Anolo Cameroun a fait un rapport sur ce qui se vit actuellement au Cameroun, qu'il faut qu'on prenne des mesures, sinon la situation va s'empirer. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et le premier ministre nous avait répondu, lorsqu'il nous a répondu, il a envoyé notre dossier au ministère des Affaires sociales. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu un feedback
du ministère des Affaires sociales, puisqu'elle a pris le dossier mettre sous les tiroirs. Alors nous, on avait dit ceci, qu'il faut qu'on crée des centres de loisirs, il faut qu'on crée des centres par exemple, qu'on renouvelle le centre de Bétamba, où on peut prendre ces jeunes et les envoyer là-bas pour les recycler. Parce que le tout, ce n'est pas d'utiliser des méthodes cosmétiques, les arrêter aujourd'hui, mettre en prison. Ce n'est pas ça qui va ternir le problème. Le problème est là. Maintenant, il faut qu'on trouve le fond du problème. Comment est-ce qu'on va faire pour que ces jeunes ne prennent plus des armes, ne prennent plus des stupéfiants, ne se comportent plus de la sorte. Il y a un problème de chômage et de pauvreté au Cameroun. Voilà le problème crucial, la pauvreté et le chômage. Il faut qu'on essaye de voir comment on va créer des emplois pour que les Camerounais, ces jeunes-là, puissent se responsabiliser et qu'ils puissent avoir de l'emploi pour pouvoir survivre. Parce que la majorité sont exposés au grand banditisme parce qu'ils manquent de quoi faire. Et nous, en tant que les mères, ce sont nos enfants. Mon fils aussi peut se retrouver dans une situation pareille demain. Qu'est-ce que l'État est en train de faire, le ministère des Affaires sociales, pour les enfants, pour la réinsertion des enfants qui sont têtus dans des centres d'assistance, dans des centres psychologiques? Je pense qu'il y a un travail de fond qu'on doit faire. On doit mener des campagnes. Moi, par exemple, j'ai organisé une house party avec ces enfants délinquants des microbes à Denver, Bonham, c'est-à-dire ils louent des maisons. Ces bailleurs même qui donnent des maisons à ces enfants. Vous dites que vous avez organisé un house party. Avec ces enfants? Oui, un house party, donc un programme de danse avec ces délinquants où je suis allé, j'ai même fait une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où je suis allé parler à ces enfants. Ils étaient au moins 400 jeunes. Donc, ceux qu'on a arrêtés sont même petits. Ils sont nombreux. Ils sont dans toutes les villes de Douala. Ces enfants délinquants, ils sont partout. Je pense que nous-mêmes, les parents, nous devons travailler. Nous avons un rôle prépondérant, c'est-à-dire derrière nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants à la maison et causer avec eux, essayer d'aller fréquenter les milieux auxquels ils fréquentent pour pouvoir prendre de la température. Parce qu'il faut sillonner les rues de Douala la nuit dans les boîtes. Vous allez voir des enfants qui sont autour d'une table avec 100 bouteilles de bière. Ils prennent cet argent où? Ils sont habillés comme des pachas, comme des enfants des gouvernants. La majorité qui ne sont que des pauvres qui habitent dans des bidonvilles. Vous dites qu'ils sont habillés comme les enfants de quoi? Ils sont habillés comme des enfants des gouvernants. Les enfants de gouvernants? Oui, les gouvernants de ce pays. À l'instar de la fille du président de la République, vous ne voyez pas ses habillements. Lorsqu'elle fait souvent ses posts, les enfants veulent la ressembler. Mais vous voulez que la fille du président s'habille? Mais même si elle s'habille, elle doit se cacher. Elle ne doit pas exposer ça parce que les enfants copient. Et pour avoir cela, ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Mais c'est une enfant aussi, non? C'est une enfant, je ne refuse pas. Mais et il faut comprendre que lorsqu'il y a une société, il y a ce qu'on appelle la différence de la classe sociale. Ceux qui sont de la classe des pauvres veulent souvent imiter ceux qui sont de la classe riche. Et ils copient cet exemple. Comment est-ce qu'ils vont donc faire pour avoir ces fringues-là? Ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, ils sont dans une société pauvre, ils ne peuvent pas avoir ce genre de fringues, ils sont obligés d'aller braquer. Ce n'est pas que je les encourage d'aller braquer, mais il faut tout juste qu'il y ait une façon d'encadrer les enfants, leur donner la possibilité. Par exemple, il y a des bourses qui sont dans les universités, qu'on les donne les bourses pour leur permettre d'avoir au moins 5 francs. Un enfant de 20 ans qui ne peut pas avoir 10 000 francs de poche, parce que son père c'est un bayam selam. L'État a mis en place c'est-à-dire une pauvreté qui n'a pas de nom, qui empêche à la société de grandir et de s'épanouir normalement. Pourquoi est-ce que le Sinois Louvrier a fermé? Pourquoi est-ce que tous ces endroits où les jeunes se retrouvaient hier ont fermé? Toutes ces choses-là, nous, on a vécu notre enfance. Nous, on partait dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a que les lieux des bars où on vend des stupéfiants, les lieux de rencontres, c'est-à-dire obscurs, où les enfants partent maintenant. Mais hier, nous, on avait des lieux de rencontres qui étaient ouverts. Ce n'était pas des ténèbres. Aujourd'hui, les enfants entrent dans des ténèbres, dans les chambres pour faire je ne sais quoi. Moi, j'ai vécu des partouzes de ces enfants délinquants. J'ai vécu beaucoup de choses. À la télé. Non, il faut que l'État comprenne ce qui se passe dans ce pays. Ils organisent des réunions dans des chambres où ils planifient beaucoup de choses. Et moi, je prends le risque de temps en temps d'aller vers eux. Maintenant, où sont les mesures d'accompagnement? Comment est-ce que je vais donc faire pour sortir ces enfants dans ce lieu? Si l'État, quand on écrit à l'État de réveillez-vous, ça va mal dans le pays, réveillez-vous, occupez-vous de la jeunesse. Nous voulons quelle jeunesse? Qui vont nous remplacer demain? Si on ne met pas la main dans la pâte, le travail des enfants, ça demande
c'est-à-dire l'onction de tous les Camerounais, que ce soit le dernier parent aux grands-parents. Nous tous, nous avons le devoir, c'est-à-dire d'aider en même temps l'État et de nous aider aussi. Parce que ces enfants qui sont ces microbes-là, ils viendront nous agresser aussi demain, si rien n'est fait. Alors moi, je pense que le tout, ce n'est pas de mettre ces enfants en prison parce que c'est notre jeunesse, mais c'est de les recadrer dans les centres de rééducation. On peut réouvrir le centre de Bétamba. Il y a des terrains, par exemple, chez moi à Bonendal, il y a des terrains, on peut construire des salles de sport, on peut construire des salles de loisirs, on peut construire des choses pour encadrer ces jeunes. Un enfant ne naît pas pour devenir ce qu'il est. C'est la société et l'environnement qui le transforment. Okay. Bien que le parent ait donné les conseils ou bien ait donné l'éducation, mais si il n'y a pas une assistance sociale, nous aurons ce que nous avons là. Voilà, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, disait l'ancien. Mathias Kameni, ce phénomène vous fait peur, vous également? En l'espace de 8 jours, on a comme l'impression que c'est un cycle qui est ouvert, là. Oui, Serge, alors moi je pense que si le chef bandit n'avait pas volé la victoire du président élu Maurice Kamto, les jeunes n'en seront pas là. Non, Mathias Kameni, je vous en prie, nous sommes... non, je vous en prie, je vous en prie. Vous ne pouvez pas traiter le chef de l'État de chef bandit, je vous en prie. Vous pouvez retirer ce mot, nous sommes regardés par des personnes, je vous en prie. Serge, Serge, je ne peux pas accepter qu'on dise ça. Serge, sur mon plateau, je vous en prie. Il y a une victoire qui a été volée. Non, vous ne pouvez pas taxer le président de la République de chef bandit, c'est ça mon problème. Mais je dis, il y a une victoire qui a été volée. Non, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça le problème. Je vous en prie, soyons... Je dis bien que Mathias Kameni, je vous respecte. Été volé, vous savez, le problème que j'ai pour vous, Mathias Kameni. Réglé. Je vous en prie. Donc voilà, on en est aujourd'hui avec la même situation des Camerounais qui prennent des machettes contre des Camerounais. De l'autre côté, au nord-ouest, il y a certains Camerounais qui prennent des armes contre d'autres Camerounais. Et à l'est, à la frontière, c'est des enlèvements. À l'extrême nord, c'est des assassinats, des prises d'otages. Alors, notre pays fait face à une sérieuse insécurité aujourd'hui. Alors, tout cela parce que ceux qui ont la charge de prendre des responsabilités ne sont plus là. Sinon, comment on peut expliquer qu'un groupe de jeunes de plus de 40 peuvent sévir dans une ville comme Douala à plus de 2 reprises sans aucune riposte? Madame Douala Bell a dit tout à l'heure que les jeunes de Daïdo ont constitué des groupes d'autodéfense. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, madame. Il faut reconnaître que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Il faut reconnaître que vous étiez député à l'Assemblée nationale, que vous n'avez rien fait pour défendre la cause de ces jeunes-là. Vous avez quand même eu 48 millions de micro-projets en 5 ans. Vous aurez dû créer au moins un centre d'encadrement de ces jeunes-là. Vous ne l'avez jamais fait. Alors, venir aujourd'hui, face à cette situation, penser que c'est le groupe des autodéfenses qu'on a mis en place sans soigner le problème à la base. Nous pensons que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et pour cela, M. Serge Alain Autou, parce que c'est tellement douloureux, nous posons la question aujourd'hui de savoir, Madame Malice Douala Bell, quel est le Cameroun que nous allons léguer à nos enfants? Si aujourd'hui, après 40 ans, que vous êtes aux affaires, les Camerounais sortent avec des machettes pour aller agresser les autres, pour avoir de quoi manger. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la famine. C'est la famine. Un gouvernement qui ne peut pas nourrir son peuple, parce que c'est le minimum, qui ne peut pas soigner son peuple, parce qu'on voit tous les jours ici sur vos plateaux, on apporte des cas sociaux.
un gouvernement qui ne peut pas soigner son peuple, qui ne peut pas le nourrir, qui ne peut pas l'éduquer, qui ne peut pas lui donner un emploi. Monsieur Serge Alain Autou, ce gouvernement doit dégager. Ne soyez pas seulement fort, Madame Mali Douala-Bel, de venir traquer ceux-là qui marchent pacifiquement pour réclamer les meilleures conditions de vie de nos populations. Ne faites pas seulement ça. Parce que c'est là où vous êtes plus fort. Parce que comment expliquez-vous, monsieur Serge Alain, que des gens marchent pour demander l'arrêt des hostilités au Nozo? Parce que nos frères meurent tous les jours que Dieu a créé. Le RDPC lui-même a reconnu qu'à nos jours, il y avait 3000 morts. Lorsqu'une dictature reconnaît qu'il y a eu 3000 morts, multiplier ça par 5. Mais c'est quand même horrible, Madame Douala-Bel. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de cela? Comment pouvez-vous vous permettre de traquer plus de 500 personnes qui manifestent pacifiquement pour vous demander d'arrêter une guerre que c'est vous-même qui avez commencé? Parce que l'un de vos camarades a dit sur ce plateau que le Cameroun compte plus de 25 millions de Camerounais et que si 3000 perdent de la vie, c'est insignifiant. Vos camarades a dit ça sur ce même plateau. Est-ce que vous avez encore le sens de l'humanité, Madame Douala-Bel? Quel est ce Cameroun que nous comptons aujourd'hui laisser à nos progénitures? Est-ce que c'est ce Cameroun où quelqu'un à lui seul détourne 200 milliards? Merci. Alors que des gens, alors qu'il y a des patients qui sont confisqués devant l'hôpital général à Yaoundé par manque de dialyse? Merci Mathias Kameni. C'est quand même douloureux. Voilà, c'est douloureux. On va souffler un peu avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sylvestre. Ah non. Au menu ce soir. Je pense que je devais répondre. Serge Alain, il faut dire qu'au menu de 100% foot ce soir, nous reviendrons sur le week-end au Cameroun qui n'a pas été seulement perturbé par la présence des microbes dans les rues de Deido à Douala. Il y a également cette épée de la FIFA qui plane sur le Cameroun. La Fédération internationale de football association menace de suspendre le pays. Soupçonne, la FIFA elle soupçonne le gouvernement camerounais d'ingérence dans les affaires de la Fédération camerounaise de football, notamment dans le conflit que pose la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous allons en parler en plateau ce soir, tout comme nous reviendrons sur les matchs du week-end, les A-Prime qui ont fait match nul contre le Soudan du Sud. C'était samedi au stade municipal Amadou Adji de Yaoundé. Un jour plus tôt, du côté des Pays-Bas, les Lions indomptables tenaient en échec le Japon sur le score de 0 but partout. Voilà l'essentiel du menu de 100% foot. Dans quelques instants. Les Lions ont tenu le Japon en échec. Les Lions ont tenu le Japon en échec parce qu'au classement FIFA, le Japon a une meilleure position que le Cameroun. C'est ce qui nous fait dire qu'un score de 0 but partout face à quelqu'un qui est mieux coté que vous, c'est tout de même tenir cet adversaire en échec. Voilà, c'est ça, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Merci, c'est tout à l'heure 100% football avec Sylvestre Zangaou et ses invités. Malice Douala-Bel. Ah, je souffrais. Non. On devait d'abord écouter Sylvestre. D'accord. Bon, je pense que j'ai fait un compliment à M. Kameni. J'étais trop pressé de lui faire un compliment. Parce que je me rends compte que c'est un monsieur qui a peu de tenue, qui est irrespectueux, qui n'a pas l'élégance suffisante pour rencontrer une dame comme moi, parce que vous savez ce que nous faisons comme travail. Moi, je suis là pour porter la parole du RDPC et lui pour porter la parole du MRC. Mais quand ceux qui nous écoutent analysent ce que chacun dit, on se rend bien compte de la raison pour laquelle le MRC ne prendra jamais le pouvoir dans ce pays. Jamais. Comment ça? Simplement parce qu'il se trompe de débat. Vous ne pouvez pas me dire qu'un intellectuel, enfin j'imagine que M. Kameni en est un, même comme il fait beaucoup de fautes de français, quand il analyse une situation comme ce qui s'est passé à Daido, il commence par dire
je dis qu'il y a eu la constitution des groupes de jeunes d'autodéfense. Il dit c'est pas de ça qu'il s'agit. Monsieur, un fait, c'est un fait. Maintenant, vous pouvez critiquer le fait, mais le fait est là. Deuxièmement, ce qui se passe avec ces jeunes est quelque chose de commun dans tous les pays du monde. Et surtout en Afrique, où les problèmes de démographie, les problèmes de citoyens, de ville, j'allais dire, on a tous les problèmes. On a les problèmes au niveau de la santé, on a les problèmes au niveau de l'éducation, on a les problèmes. Et un gouvernement responsable adresse ces problèmes. Il ne fuit pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul dirigeant qui a su répondre à tous ces problèmes. Autrement, il n'y aurait pas les microbes à Abidjan, il n'y aurait pas les bébés noirs à Brazzaville, il n'y aurait pas il y a encore un autre nom qu'on a dans d'autres pays. Parce que chaque fois qu'on est dans ces situations où effectivement la pauvreté est là, la démission des parents est là, les problèmes d'emploi sont là, les problèmes de santé sont là, à un moment, le manque d'espace, d'expression pour les jeunes est là, ça fait trop de problèmes pour ces jeunes. Et ils sont fragilisés et peuvent donc, et comme ils le font dans tous les... Quand vous allez en Amérique latine, dans les favelas, vous trouvez ces problèmes-là. Oui, mais ce n'est pas la même chose. La pauvreté qui se vit aux États-Unis n'est pas pareille que celle qui se vit dans un pays comme le Cameroun. Je ne parle pas des États-Unis. Les favelas sont en Amérique latine, c'est-à-dire dans les pays comme le Brésil, le Brésil surtout. Oui, même à Cuba, Uruguay, à plusieurs pays. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Un gouvernement responsable fait ce que le gouvernement du RDPC fait, c'est-à-dire adresser les problèmes. On ne sait pas tous les adresser au même moment. Et moi, j'ai donc l'espoir qu'avec la régionalisation, nous allons vivre un phénomène intéressant. Ce phénomène, c'est quoi? C'est que chaque région va essayer d'être attractive. Chaque région va essayer de happer les jeunes. Il y a trop de jeunes dans cette ville. Imaginez un seul instant que les autres régions ou les autres départements créent des opportunités qui permettent aux jeunes de sortir de ces conditions difficiles. On va progressivement aller vers la résolution de ces problèmes. Je pense que tous les parents, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient du SDF ou du RDPC, souffrent de cela. Parce que quelquefois, même nos enfants, à nous, personnes aisées, se retrouvent dans ces bandes. Donc, aucun parent ne peut être à l'aise. Voilà, aucun parent ne peut être à l'aise avec ces situations. Alors, quand on coupe les cheveux en quatre et qu'on veut juste démontrer que, et en utilisant un langage vraiment qui m'a choqué, franchement, Monsieur Kamini, excusez-moi, j'avais beaucoup de respect pour vous, mais quand j'ai entendu ce que vous avez dit, et Serge Alain essayait de vous ramener à une dimension acceptable, vous n'acceptiez même pas. On vous a volé la victoire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous allez donc faire? Nous allons continuer à revendiquer. Alors, revendiquer. C'est déjà dans notre ADN. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que le ministère des Affaires sociales, n'est pas présent. C'est-à-dire ce ministère n'est pas présent auprès des jeunes au Cameroun parce qu'on ne ressent pas ce ministère. Ce ministère doit travailler. Nous, par exemple, nous sommes allés vers ce ministère pour qu'on les accompagne. C'est-à-dire dans le processus de sensibilisation. Parce que quand l'État donne les récépissés aux associations, qu'est-ce que l'État attend de ces associations? Est-ce que ces associations les accompagnent? Soit des partenaires. Voilà, mais on se rend compte que nous, on ne sait pas pourquoi on nous donne vraiment ces récépissés. Parce qu'on se rapproche de ces ministères, ils prennent des dossiers ou bien des rapports, ils mettent ça dans les tiroirs. Et quand le problème surgit,
C'est là où on commence à chercher des solutions. Pourtant, nous proposons des solutions dès le départ. C'est depuis décembre 2017 que nous avons alerté. Nous avons alerté nos gouvernements, mais rien n'a été fait. Donc, pour moi, je pense que ce phénomène, il va aller en recrudescence parce que on tape le fer quand il a encore feu. On n'attend pas que la pluie tombe pour pouvoir arrêter la pluie. Il est temps que ceux qui sont au ministère essaient de déléguer les compétences, qui donnent des compétences à ceux qui doivent travailler auprès des associations. Parce que nous allons sur le terrain. Moi, je ne parle pas. J'ai des vidéos, j'ai des preuves que je fais de la sensibilisation sur la délinquance juvénile. Merci, Queen. Mathias Kameni, 30 secondes rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, moi je pense que vraiment il ne faut Comment faire pour sortir de ce phénomène? Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne fallait plus lui donner la parole. Il n'a pas été correct. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vrai. Rapidement, la solution c'est quoi? Face à un gouvernement qui est aux affaires depuis plus de 39 ans et vient nous dire aujourd'hui que la régionalisation qui arrive va régler le problème. Quel problème? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 39 ans? Et qu'est-ce que Kamto a fait pendant 7 ans auprès de ce gouvernement pour innover? Qu'est-ce qu'il a fait pour innover? Pour créer quelque chose de spécial qui pourrait nous faire croire qu'en devenant président, le Cameroun va gagner quelque chose. Franchement, votre rêve, le président élu Maurice Kamto est arrivé, il a éclairé les Camerounais. Il est d'ailleurs le guide de la résistance, je pense. Donc nous pensons qu'avec sa gouvernance, il a les capacités, n'est-ce pas, de sortir le Cameroun dans cette fourberie que le RDPC l'a plongé. Merci. Donc, et j'appelle tout le monde, y compris le RDPC, à le soutenir, n'est-ce pas, sur cette voie-là. Merci Mathias Kameni. Et c'était normal, Serge, c'était normal que vous lui donniez la parole pour qu'il termine? Non, mais c'est vous qui terminez là. Je pense que nous sommes dans le phénomène. Voilà, c'est vous qui terminez. Bon, je vous en prie. L'émission est terminée. C'est nous qui contrôlons la scène du pouvoir, madame. Parlons des choses sérieuses. C'est nous qui contrôlons la scène politique, madame. Merci, Mathias. Je voulais rebondir sur ce que Maria a dit. Oui, rapidement. On fait des grands signes. Effectivement, il va falloir très vite passer à des instruments comme les centres de rééducation. Parce que mettre ces enfants en prison, c'est les exposer encore plus à des fléaux qui sont encore plus dangereux que ceux qui sont en dehors de la prison. Merci Marlise Doualabel, merci Queen Mary, merci Mathias Kameni, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain. Demain, c'est un autre rendez-vous, 19h. Toute l'équipe conduite par Abega Innocent vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Daido.